Danscussion & Co au programme aujourd'hui. Daniel Desnoyers, Olivia Sophia et Guillaume Rémus sont nos invités de l'actu de la scène. Profession, clown, enjeux et réalité est le thème des grandes discussions. Une pépite culturelle avec Sarah Labelle à propos du festival Vue sur la Relève. Robert Santamour nous offre ses réflexions de spectateurs. David Lavoie réagit face à des enjeux politiques et faits de société. Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion & Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, tout y passe. Je suis très heureuse de vous retrouver pour nos 90 minutes culturelles hebdomadaires. Cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi. Alexia Martel à la régie, Robert Santamour, David Lavoie, Jérémy Vitupier, Maude Mazot, Rothenbuller et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Salut. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, on a qui avec nous aujourd'hui? 2 créations sont au cœur de l'actu de la scène et pour nous les présenter, nous recevons d'un côté Olivia Sophia et Guillaume Rémus, 2 des 3 cofondateurs du collectif multidisciplinaire Castle Blast. Bonjour Olivia, bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous, ainsi que la chorégraphe Danielle Desnoyers, directrice depuis 1989 de la compagnie Le Carré des Lombes. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'un côté, avec vous, Castle Blast, une nouvelle création, Nos corps, on l'attendait, oui. Et son slogan, nous dansons ensemble, nous nous battons ensemble. Et de ton côté, Danielle, Unfold, 7 perspectives, 7 perspectives si je reste en anglais, une rupture esthétique si je me trompe pas avec tes œuvres précédentes, une nouvelle création de groupe autour de la résistance du corps et les limites de l'équilibre, habité par une question sous-jacente. Comment être une communauté aujourd'hui? Parfait hasard des calendriers, encore une fois. Alors, être ensemble, questionner le groupe, la communauté. Êtes-vous en réaction chacun à une éventuelle crise du collectif identifié? Autrement dit, quels sont pour chacun vos moteurs de création? Et j'ai envie d'ouvrir avec Daniel. Ou Castle Blast. Non, mais les moteurs de création, pour cette pièce, il y en a plusieurs, mais il y a certainement la notion d'ensemble, pour avoir travaillé plusieurs fois avec des groupes de danseurs ou d'interprètes, d'artistes. Pour moi, la notion d'ego ne devait pas apparaître dans ce projet-là. On devait tous se réunir autour d'un projet, un projet commun, et mettre de l'avant la notion d'ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, danser ensemble? Et donc, tu as réuni 7 interprètes, danseurs. Oui, 7 interprètes, danseurs, extrêmement différents les uns des autres. En fait, ce sont des artistes qui travaillent dans avec aussi différents chorégraphes, avec différents autres artistes. Donc, ils amènent avec eux une certaine perspective, justement, et c'est d'où le titre, les 7 perspectives, viennent du fait qu'il y a 7 individus qui se partagent un territoire. Individu, collectif, groupe, oui. Réflexion autour de tout ça. Oui. Et évidemment, je me tourne tout de suite vers Castle Blast qui s'est réuni en 2015 autour d'un collectif. Oui. Vous êtes 3 à la tête, exact. Mais vous repartez dans un travail énorme de groupe et d'envergure. Alors, réaction autour du groupe, de la communauté, du collectif, est-ce qu'on est en crise aujourd'hui et vous positionnez Guillaume? Je pense que oui, il y a une forme, on se sent en crise par rapport à la société dans laquelle on vit, mais c'est surtout que nous, ça fait 3 ans qu'on a monté ce collectif-là, 4 ans en fait, et c'est avant tout notre façon de travailler qui détermine la façon dont la création va se dérouler. Donc c'est tout le processus qui c'est pas juste de vouloir représenter une forme de colère ou de mécontentement ou de vouloir faire autrement. C'est ce processus-là de travail, c'est cette rencontre. On est une grosse équipe, là, on est plus de 15 personnes à travailler derrière ce projet-là, avec 12 interprètes, mais c'est des gens qui viennent aussi du jeu, de l'interprétation, de la danse, mais aussi des non-danseurs. Donc c'est de travailler avec toutes ces forces de proposition au final qui
qui émane forcément une grande diversité d'êtres et de... C'est intéressant, Daniel revenait sur la question de l'ego. Vous, collectif Castle Blast, vous mettez au service de ce collectif. Guillaume, tu parlais de votre processus de création, votre façon de travailler. Olivia, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de comment vous travaillez? Est-ce que c'est un collectif qui prend les rênes, puis ensuite qui invite des interprètes à participer? Comment ça fonctionne chez vous? Ça part de beaucoup de discussions. On fait émerger une nécessité qui est commune. Dans le cas de nos corps, la nécessité était d'être dans un propos fort pour nous, mais dans la joie. On voulait évoquer quelque chose de festif. Puis on est allé à la rencontre de gens qui voulaient mettre leur lutte personnelle au service d'une énergie commune festive. Fait qu'on est parti de nous trois pour aller chercher un groupe, puis c'est devenu... ils se le sont appropriés de la même façon que les concepteurs se sont appropriés aussi tout le spectacle, le propos, puis c'est devenu leur nécessité aussi. À vos côtés, Léo Loisel est le troisième co-directeur artistique de Castle Blast. Vous avez 3 formations totalement différentes. Guillaume, musique... Olivia, tu as danse à ton parcours, puis Léo, théâtre, interprétation. Est-ce que l'union fait la force? J'ai envie de répondre tout de suite oui. Mais pour vous, l'union fait la force? Évidemment, c'est des approches totalement différentes. Moi, le monde de la scène, pour moi, était uniquement musical. D'aller à la rencontre de l'art vivant, la danse ou le théâtre, ça a été une grande découverte. Mais j'ai toujours gardé mon médium du son, par exemple, pour parler de mon exemple à moi. Et donc, quand on parle de spectacle, on parle vraiment d'immersion et d'expérience à tous les points de vue. Donc le médium, par exemple, du son va être extrêmement important aussi dans cette mise en scène. Mais j'imagine que vous êtes également dans une définition à 3 têtes, voire à 15 têtes d'une signature particulière. Est-ce que vous réussissez à l'identifier? Est-ce que vous avez des paramètres récurrents? Et en fait, je vais vous plonger ensuite sur une autre question autour du corps. Mais avant ça... OK. Une signature, des paramètres qui reviennent tout à fait. au nom de Castle Blast, en fait. Il y a vraiment encore une fois, c'est sur ce processus de création de ce processus-là, et c'est vraiment cette énergie. On va servir de qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui t'habite, comme avec quelle rage tu as envie de construire ta journée. Et ça, cette énergie-là, on la transpose dans les corps, en fait. Mais on n'a pas une chorégraphie qui est vraiment un processus réel. Ça va être des échanges, des discussions, et on va se nourrir de tout ça, et on va aller dans l'épuisement. Et cet épuisement-là, on va le creuser. Et à partir de ce moment-là, pour nous, quand tu transpires, quand tu danses, tu peux pas mentir. Ton propos, il est réel, il est concret. Donc on part de cette énergie-là. Et après, on essaie de travailler des tableaux de groupe. Et c'est cette masse-là, comme on a retrouvé dans Magma, comme on a retrouvé à Dispositif. C'est cette masse de corps très, très organique et qui ont une vérité, la vérité de leur corps qui est là, qu'on met en scène. Intéressant de voir qu'il peut y avoir des sous-couches ou des surcouches d'interprétation du corps et aussi de tout ce que ça peut porter. Vous parliez de paramètres, vous parlez d'essouffler les corps. Je me tourne vers Daniel. Il me semble qu'il y a un travail aussi autour de la contrainte dans ton processus pour Unfold. Est-ce que c'est quelque chose qui était nécessaire pour cette création? L'usage de la contrainte, c'est quelque chose qui existe dans mon travail depuis longtemps, mais je dirais que c'est dans Unfold. Il y a certainement, je l'ai poussé plus loin, je dirais, et dans le corps et dans l'espace. Donc, j'utilise des objets contraignants, des espaces qui sont contraignants pour générer le mouvement, pour générer la présence de ces corps, tu sais, dans soit des espaces très limités ou justement dans des espaces totalement ouverts. Qu'est-ce qu'on fait lorsque soudainement on se retrouve seul dans un grand espace ouvert? Donc, par exemple, c'est un mélange de contraintes à la fois dans le corps, sur le corps et aussi dans l'espace. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans ta carrière de ce travail-là? Pas vraiment. C'est drôle. Hier, justement, j'ai confiné une des interprètes qu'on a en commun, Bronte, et je l'ai confinée dans un espace très, très restreint. Et dès la première image, on travaillait en création, on est vraiment dans le processus. Je suis partie à rire parce que je me disais, je reviens à ma première pièce. Je pense que l'usage de la contrainte a été quand même assez omniprésent, mais ça s'est révélé de différentes façons. À quoi va-t-on assister autant d'un côté
côté Unfold que du côté Nos Corps. Nous, spectateurs, à quoi nous invitez-vous? Il me semble qu'il y a une question de triptyque pour Unfold. Oui, en fait, je voulais briser un peu le rythme d'une œuvre ou d'une pièce. Le mot œuvre est trop grand. Je dirais, généralement, on est habitué à des pièces d'une heure, des ratios, et qui sont souvent, qui vivent des progressions similaires. Et j'avais vraiment envie de briser ça. Peut-être parce que j'en ai fait, j'ai besoin de briser un cycle de création. Et j'ai vraiment divisé la pièce en 3 parties. C'est vraiment 3 espaces différents, complètement différents. La première partie qui est plus du domaine de l'installation, la deuxième qui est très contraignante au niveau de l'espace et la troisième qui est beaucoup plus libre et ouverte pour voir un peu comment allait se développer la dramaturgie dans ces 3 formes complètement différentes, donc des durées complètement différentes, ce qui nous brise tout ce cycle d'une heure continue aussi. Et comment as-tu travaillé autour du corps? Où as-tu emmené tes 7 interprètes dans le travail physique, dans le mouvement, dans la recherche corporelle? Il y a quelque chose qui est apparu en processus de création avec Paige Cully. On travaillait avec le compositeur Ben Chemi, puis Ben me venait, on voulait Ben est chanteur et compositeur, et on voulait aussi faire l'usage de la voix, mais de façon non conventionnelle dans le processus de création. Et on s'est beaucoup intéressé aux altérités de la voix, à toutes les aspects, tout ce qui est comme du domaine du déchet à la limite, je dirais. Et on a travaillé physiquement à partir d'un traitement sonore, et ça a impliqué une forme de trouble dans le langage, comme si tout à coup j'avais mis du sable dans l'engrenage, de la mécanique physique. Et je me suis intéressée ensuite aux troubles du langage. C'est pas seulement le bégaiement, mais toutes les formes de troubles qui finalement se transposent dans le corps, et ça crée un langage qui est comme un peu altéré, qui est comme différent, qui est trouble aussi. Et je dirais, j'ai mis du sable dans l'engrenage. Moi qui peux être si fluide habituellement, hein? Est-ce qu'on peut parler d'une chorégraphie de l'instantané, ou est-ce qu'on est dans une écriture très écrite à partir de tout ce travail de recherche? C'est un mélange des deux genres. C'est un mélange. Il y a des sections qui sont extrêmement écrites, mais dans une très grande vitesse. Puis il y a des sections qui ne peuvent être que du domaine de l'improvisation, parce que on ne peut pas écrire ces choses-là comme telles. Donc c'est un mélange des deux genres. C'est évidemment là-dessus que j'ai envie de vous questionner, Castel Blast. Quand on a 15 interprètes, est-ce qu'on est dans quelque chose de lâcher prise, de fou de l'interprète, ou on est dans un cadrage? On a fait le parti pris d'aller dans aucune chorégraphie, même on a poussé à aucune musique planifiée, aucune lumière planifiée. On ne sait pas ce que le spectateur comment va réagir. Aujourd'hui même, là, vous pouvez pas nous répondre sur qu'est-ce qui va se passer. Chaque soir va être différent, complètement improvisé de toutes les parties, par tous les acteurs. Mais j'imagine que vous êtes dans des grands axes, des grandes lignes. On a des canevas, là, il y a toute une conception lumière, il y a un travail énorme au niveau de la musique. En fait, la dramaturgie se base principalement sur la musique pour ce show-là. Okay. On est dans une musique qui est très très électronique, c'est du gros beat, c'est quelque chose, on veut aller chercher le corps là-dedans, on veut aller chercher quelque chose de reptilien, quelque chose de primitif. Donc on veut le réveil du corps, en fait, peu importe le spectateur. Et on invite, en fait, on veut vraiment décloisonner le public qui va traditionnellement au théâtre, aux écuries, sur Chabot, au-dessus de Jean Talon. On veut comme que ça soit un point de rendez-vous, parce qu'il a on veut que ça soit un point de rendez-vous pour les gens qui ont envie de danser. On va danser dans des clubs à Montréal, dans des afters à Montréal. On y va parce c'est un certain type de musique. On y va parce que c'est socialement, on sait qui on va y retrouver. Là, on veut aller chercher le public lambda qui se pointe au théâtre
et aller le réveiller dans son corps et le proposer. Donc c'est autant aller chercher des gens du milieu de la musique électronique, c'est la génération aussi de nos parents qu'on veut réveiller là-dedans, c'est toute cette Donc vous êtes dans un décloisonnement aussi de la posture de spectateur. Si je comprends, on est dans un travail immersif où le spectateur sera plongé, mais à quel point vous lui laissez sa liberté de juste être observateur. Totalement le choix d'observer. Le spectacle est fait en sorte qu'on peut le regarder assis ou y participer. Puis il n'y a pas de morale dans la position qu'on décide de prendre. Mais j'imagine que l'étude du rythme et du son font que le corps réagit d'une certaine façon obligatoirement. C'est assez systématique. On travaille avec la DJ Uriel Ové qui fait danser n'importe qui. C'est fascinant. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous invitez déjà le spectateur, même à travers la promotion, parce que sur votre page Facebook notamment, vous publiez jusqu'au jour du spectacle des références qui ont nourri votre travail de création, donc des articles, des podcasts. Et je trouve ça super intéressant, justement, c'est autour de la danse. Donc peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre propos, de quoi c'est parti exactement, nos corps. Ben, je voulais juste... pour nous, c'était important de révéler le processus. Oui, parce qu'on travaille en collectif, mais parce que c'est des sujets qui sont portés par tellement d'acteurs culturels et politiques en ce moment, c'était une évidence qu'il fallait dévoiler d'où ça émergeait. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Ouais. On s'est nourri énormément de thématiques qui sont très très actuelles au final. Le point de départ est quelque chose d'historique qui s'est passé à Strasbourg en 1518 où les luthériens ont comme écrit pour la première fois, documenté la première manie dansante. Et donc on est parti de ce fait-là, donc une folie des corps qui embarque et qui ne s'arrête plus jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Et donc et qui a perturbé un système de pression. Fait que là, on est parti du fait que la danse est capable de mettre ça dans l'engrenage, justement, de quelque chose d'oppressif. Et on a vu ça après en Géorgie, à Tbilissi, où la jeunesse qui occupe les clubs, ces clubs-là qui sont des safe spaces pour les minorités, pour les gens de la diversité, se sont vus comme complètement fermés. Donc comment cette jeunesse-là a réagi, cette génération-là a réagi, c'est en dansant, dans un rave devant le Parlement. Donc ces mouvements de protestation par la danse, par la musique, par le corps. Et c'est tout ce qui est marginalisé en ce moment, par exemple en Europe avec les Technivals, qui sont des festivals de free dance. Et en fait, c'est juste des gens qui se disent, on n'a pas besoin qu'on nous donne un lieu, un espace, on va le créer nous-mêmes et là-dedans on se retrouve et tout le monde est invité à danser, quoi. Est-ce que Castle Blast va dans la rue? Est-ce que Daniel Desnoyers, vous allez dans la rue dans une ère où on est vraiment dans des revendications puis on réalise à quel point l'art est méga fort et puissant au niveau d'un statut politique? Est-ce que vous voyez l'art de cette façon-là, chacun de votre côté, ou on reste dans des bulles séparées, distinctes? Moi, Daniel. Je dirais qu'il faut être en lien avec l'environnement dans lequel on est. Si on n'est pas en lien, ça devient comme des objets. Ça devient un peu, c'est ça, des objets artistiques. Moi, je préfère que ça soit, je dirais même de plus en plus que jamais actuellement, ancré dans les réalités. Et à savoir, est-ce que je vais dans la rue? Je vais pas dans la rue avec mon art, mais je suis constamment dans la rue. Pour te nourrir et ramener ça même ensuite. Pas pour manifester, pour réagir, je le fais comme citoyenne. Je pense que je suis une citoyenne extrêmement active, mais ma création, surtout en Unfold, devrait représenter certainement un trouble sociétal. Ouais. Et pour vous, Castle Blast? C'est une évidence. Ouais, c'est primordial pour nous. Mais ce qui est comme point de départ, c'est génial de commencer ça dans un théâtre, de le faire avec les gens, le spectateur, le public à une position assise, donc passive, et donc d'aller activer ça. On le nomme souvent, mais c'est pour danser, il faut se lever. Donc il y a ce mouvement-là qui est extrêmement symbolique pour nous. Enfin, ça nous remémore qu'on sait se lever, quoi. Donc, comme point de départ, si on y arrive dans un théâtre, on a juste envie après de s'approprier la rue, l'espace public. Puis l'espace public pour nous est comme la prochaine étape à nos corps. Déjà qu'on a commencé à investir
le mobilier urbain avec nos stickers. J'ai envie de clore avec vous sur une dernière question. On a Daniel qui a fondé une compagnie en 1989. De l'autre côté, on est en 2015 avec la naissance d'un collectif. Et si on se projetait dans 10-15 ans, où aimeriez-vous être? Quelle place aimeriez-vous occuper? Et à quoi aspirez-vous avec votre art? Daniel? Aïe, dans 10-15 ans. Oui, grosse question, mais j'ai envie d'y rêver. Dans 10-15 ans, où je serai... j'espère... C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je n'ai, compte tenu de l'âge que j'ai, je vais peut-être être morte, mais... moi aussi. On n'a aucune garantie là, ici. Mais j'espère toujours travailler dans exactement là où je suis, mais pas de la même façon. Certainement pas au sein d'une compagnie, d'une institution. Je voudrais que vous allez le vivre. Vous savez que Carré des Lombres, c'était un collectif au tout départ, puis on est très nombreux. On commence par un collectif et éventuellement on se sépare. C'est souvent l'histoire des collectifs, malheureusement, ou heureusement, mais je sais pas où je serai. J'espère que j'aiderai les autres. On souhaite. Ouais. Et pour vous, Castelblast, si on rêvait à 10-15 ans? Si on rêve vraiment, je pense qu'on aimerait avoir un lieu de rencontre, de collectivité. D'enraciner tout ça. S'enracine dans un écosystème qui fait fleurir la ville. Donner vie à toutes ces rencontres qu'on fait, c'est assez fort humainement, puis on aimerait c'est fou ce que ça rallie, tu sais, on nous propose des choses, on va avoir d'autres médiums, que ce soit de la vidéo, et puis on veut créer d'autres objets avec ça, que ça rejoigne, que ça soit vraiment tentaculaire. Nos corps, nous, on le voit vraiment de façon tentaculaire à travers la société, les générations, mais aussi tous les médiums, et on se dit qu'à long terme, il nous faut un espace qui soit pas juste des propositions qui émanent de nous, mais qui soit, encore une fois, un lieu de rencontre, où les propositions puissent émaner. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. J'ai envie de rêver à ces collectifs et aussi à des pièces de groupe où la collectivité est appelée et on peut réfléchir autour et voir l'avenir. Merci à tous les trois. Merci. Alors évidemment, je vais rappeler vos dates. Nos corps prend l'affiche du théâtre aux Écuries du 3 au 13 avril. Il s'agit d'une production Castelblast. Une panoplie d'événements connexes sont proposés par le collectif et c'est à découvrir sur le site ausécuries.com. Évidemment, on n'a pas cité les 15 interprètes, mais on les salue aussi qui participent et tous les collaborateurs. Pareil pour toi, Daniel. Alors, Unfold, cette perspective sera à l'affiche lors du FTA, Festival Transamérique, du 30 mai au 1er juin. 3 soirs seulement, une production Carré des Lombres qui se déroulera dans l'édifice Wilder. Merci. De retour après l'artiste Orville Peck et son titre Queen of the Rodeo. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 29 mars 2019. Sleek heroin, just a man, slow on the draw. Velvet gloves, you're still a stunner. Don't be down, girl, this world is a bummer. Queen of the rodeo, you rode on in with nowhere else to go. You know the tune, so the words don't matter. Beyond this town lies a life much sadder, babe. I know. Another evening show, queen of the rodeo. Sweet Marilyn, satin gown, hard to ignore. Starry-eyed, a little younger, the night is long, your days are numbered. Queen of the rodeo, you're ridden out with nowhere else to go. You know the tune, so the words don't matter. Beyond this town lies a life much sadder, babe. I know. Another evening show. See
Vous écoutez toujours Danscussion ENCO sur choc.ca. Place à nos 4 minutes de notre chroniqueur fervent spectateur Robert Saint-Amour. Chaque semaine, il nous offre sa perspective bien singulière de spectateur sous la forme d'un billet d'humeur. Robert Saint-Amour, décidément, aujourd'hui, je ne veux pas dire ton nom, nous propose aujourd'hui Pour aller à la rencontre de l'autre. Bonjour Robert. Bonjour Clara, merci. Et bonjour à vous tous aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la semaine dernière, j'étais fort fébrile. Avec mon programme papier du FTA en main, je devais faire mes choix. Mais c'est d'abord le mot de bienvenue écrit par David Lavoie, collègue de cette émission, qui m'a accueilli et il débutait fort bien. Le Festival Transamérique est une porte ouverte sur l'autre. Il ajoutait aussi, un peu plus loin, que le festival est un lieu privilégié pour appréhender les contours d'une humanité en constante évolution. Loin de moi de vouloir réduire à ces 2 petites phrases l'ensemble de son propos, mais tout juste elle me montrait comment bien le festival peut être un gros poumon pour oxygéner notre perspective face aux autres, et l'examen de la programmation me l'a ensuite confirmé. Des grands moments à venir, donc tout en lien avec 2 œuvres portant sur les relations avec les autres que j'ai particulièrement appréciées récemment. Elles avaient des perspectives différentes, fort pertinente, et vous me permettrez d'y revenir aujourd'hui. D'abord, Dialogue de Wen-Wei Wang, qui nous proposait différentes déclinaisons de la rencontre et du vivre avec l'autre, tout en gardant sa propre identité. Dès le début, difficile de ne pas être intrigué par les 5 chaises vides en arrière-scène qui, peu à peu, trouveront preneur, sauf une. L'attente, ou plutôt l'expectative sur la suite, est bien mise en place avec d'abord cette cohabitation passive. Et nous savons tous que c'est dans l'attente aussi que l'avenir se construit. La suite nous le montre dans des tableaux qui nous présentent comment il est possible de vivre ensemble malgré nos différences. Pour y arriver, le chorégraphe met sur scène 5 interprètes différents, nationalité, langue, orientation sexuelle, comme l'indiquait le feuillet de la soirée. Nous assistons à une affirmation individuelle, parfois clairement exprimée seule, mais aussi avec l'autre, différent. Malgré les confrontations et les soubresauts du choc de ces rencontres, leurs différences réussissent à cohabiter avec celles des autres. Une perspective qu'il m'a été tellement agréable à voir. Et le tout se termine avec une boule disco qui fait rayonner jusqu'à nous les éclats lumineux de ces moments, tels des messages d'espoir. Un signe évident qu'il nous invite à les partager au plus grand nombre. Cette œuvre en suivait une autre qui proposait une rencontre avec les spectateurs au sens propre du terme. Ismaël Mouaraki, avec Phénoména, nous proposait sa vision de ce que nous pourrions devenir dans un futur, peut-être pas si lointain, et qui sait, probable aussi. Si extrapoler sur l'avenir du genre humain est incertain, il en reste que c'est ce que nous découvrons devant nous en est une expression assumée. Ces êtres humanoïdes, aux gestes robotiques, brillamment incarnés, nous proposent dans ce lieu sombre, en apparence fermé, leur rencontre avec l'autre, riche de ces tentatives, pas toujours fructueuses. Puis arrive le moment où le cours des choses prend une tournure vers nous, spectateurs. D'abord toute riche en hésitation en aller-retour, les rencontres se développent vers certains d'entre nous, spectateurs de la première rangée, palpable et visible à l'activité de ces neurones riches de leurs échanges synaptiques sensibles à la nature de la réception souhaitée, ou non, du spectateur invité au contact. Et ces contacts ont été réussis, en ayant été témoin d'une, juste à côté de moi, jusqu'à la ressentir. Si le lieu est sombre, le propos lui est éclairant pour la suite et me rejoint totalement. Le citoyen spectateur est personnellement convaincu de la valeur ajoutée de toute rencontre. Et encore plus convaincu qu'il est important de nous la présenter encore et encore sous toutes ses déclinaisons. Elles sont des respirations essentielles, toujours à refaire pour le maintien de la bonne santé de mon humanité et de notre humanité. Et en ces temps, nous en avons bien besoin. Voilà pourquoi, lorsqu'il est possible de le faire, lors du festival, avec des perspectives tout aussi différentes qu'éclatantes, il serait bien dommage de s'en priver. Mais je m'arrête ici et bonne prochaine semaine de danse et aussi n'oubliez pas d'acheter vos billets passeport vers une société plus ouverte et accueillante. Merci Robert pour ce retour
De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado, un moment de poésie suspendu, doux et réconfortant. Cette semaine, il nous invite dans le salon de Julius et la musique est de Julius Bitterling. Savourez et on se retrouve juste après avec notre pépite culturelle. Tu le fais une fois par semaine, Jérémy? Oui. C'est le 18e. Mon ami Julius joue au piano. Una l'écoute, puis le rejoint. Andrei sieste sur un sofa dans la pièce d'à côté. Tuedon est quelque part dans la maison et Raimund, le père de Julius, finit de ranger la vaisselle. Je suis à table, un stylo à la main, me laissant bercer par les notes et les échos persistants de la matinée passée. Je ne sais pas si je pourrais le prononcer correctement, mais nous sommes à Marktschellenberg, un petit village allemand frontalier avec l'Autriche, proche de Salzbourg. Les montagnes sont dressées autour de nous et mes regards se perdent souvent sur leurs sommets de roches et de neige. Ce matin, plus tôt, nous étions à Berchtesgaden, où une amie de Julius a partagé avec nous sa pratique du Qigong. Ce matin, le simple fait de prendre conscience que pour faire un pas de côté, je devais d'abord mettre tout mon poids sur une jambe pour libérer l'autre du sol et la déplacer, m'a fait réaliser ou me souvenir à quel point nous, les Occidentaux, sommes déconnectés de nos sensations. Je vais généraliser et sûrement prendre des raccourcis, mais à travers notre culture et notre éducation judéo-chrétienne, on intègre que le sacré et le divin sont en dehors, et que, au contraire, tout ce qui touche à la chair, à l'intériorité, est péché ou tabou. J'ai l'impression que jusqu'à il y a peu, on m'a toujours appris que le bonheur se trouvait à l'extérieur, qu'il était comme un objet qu'il fallait absolument chercher et surtout trouver, et qu'il fallait troquer contre de bonnes actions. L'ultra-capitalisation de toutes les expériences humaines aidant, je suis très vite tombé dans une boulimie du tout faire tout le temps, du produire constamment, du marketing de ma propre image. Quand on vit sa vie comme dans un film, on n'est plus des acteurs mais des producteurs. Au contraire, les cultures orientales nous invitent à l'intériorité, à l'observation des sensations pour simplement être dans le moment présent. C'est par l'expérience du ici et maintenant et l'acceptation que toute chose passe qu'on peut trouver à l'intérieur de soi une sorte de paix similaire au bonheur qu'on veut nous vendre à coups d'images. Je me redécouvre dans cette simplicité et dans l'idée que notre intérieur n'est pas à remplir puisqu'il est infini, indéfini et changeant. Il se nourrit de l'immatériel instant, celui qu'on partage ou qu'on apprécie en solitaire. Quelques heures plus tard, à la nuit tombée, nous nous invitons dans la chaleur confinée d'un sauna avant de se faire saisir nus par la clarté de la pleine lune. En plus, il neige. Nous sommes vivants. Merci Jérémy et Julius de là où ils sont en ce moment. On est de retour sur Danscussion & Co et alors on est parti dans une chronique, une rencontre, une pépite culturelle. Elle a été annoncée, la programmation multidisciplinaire de l'édition 2019 du festival Vue sur la Relève. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sa directrice artistique et coordinatrice générale, Sarah Labelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, festival créé à Montréal en 1996 et c'est en 2017, si je me trompe pas, que tu te vois confier le poste de directrice artistique et coordinatrice générale, soit la 3e édition pour toi, oui. Si mes calculs sont bons. Exactement. Alors, tout en nous présentant la mission du festival, saurais-tu la mettre tout de suite en relief avec tes propres intérêts, les valeurs que tu souhaites porter, défendre, véhiculer, puisqu'on est dans un festival pour la relève en 2019. Je te laisse la parole. Oui, donc comme tu l'as dit, le festival a été créé en 1996. C'était à l'origine un festival qui avait été fondé pour donner une plateforme de visibilité aux artistes en danse initialement. Et les autres disciplines, notamment la chanson, la musique, qui avait déjà une belle visibilité, servaient en quelque sorte de prétexte pour initier les publics à la danse et à d'autres disciplines. Avec le temps, on a pu observer que comme on procède par appel de dossier, qu'il y avait toujours un peu plus d'artistes en chanson et en musique que dans les autres disciplines. Au final, c'est ce festival qui demeure pluridisciplinaire, par contre. Donc, on a tant de la chanson, de la musique que de la danse, du théâtre, on a de la performance et
pendant plusieurs années, il y avait même du cirque, mais le festival et sa programmation ont évolué avec le temps, notamment à cause des lieux de diffusion. Donc, on avait des salles au départ qui pouvaient être adaptées, par exemple, au cirque, mais si on se déplaçait, on pouvait pas forcément accueillir tous les spectacles proposés pour des questions techniques. Exemple, l'accrochage en cirque qui est pas forcément évident. Gros défi, ouais. Oui, exactement. Donc, c'est un festival qui s'est beaucoup déplacé avec le temps, qui s'est transformé aussi. Et moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans environ, un de mes intérêts, en fait, c'était d'ouvrir, d'élargir, non pas seulement aux arts du spectacle et aux arts de la scène, mais aussi aux arts visuels. Donc, c'est une des premières choses que j'ai mises en place. Est-ce que c'était parce que tu viens des arts visuels ou est-ce que tu avais un amour particulier pour les arts visuels ou c'était un manque, en fait, selon toi, dans la programmation? Je dirais que c'est un mix des deux. C'est sûr que quand on arrive à la direction artistique d'un événement, on essaie de lui donner notre couleur. Moi, effectivement, dans mes études, j'ai notamment un diplôme en diffusion des arts puis en muséologie aussi. Et j'ai un background, j'ai travaillé dans des galeries d'art notamment. C'est sûr que c'est toujours resté très proche de moi. Puis je trouvais que ça pouvait manquer au festival, mais au-delà d'un manque, c'était aussi... Je me dis que ça pouvait bien servir l'événement d'avoir des arts visuels. Je trouve qu'au Québec, malheureusement, le milieu des arts visuels puis le milieu des arts de la scène cohabitent très peu. Puis j'avais envie de les voir se rejoindre un petit peu plus. Puis en discutant avec des collègues en diffusion de spectacles un peu partout au Québec, je me rendais compte que de plus en plus les diffuseurs vont ouvrir leurs espaces aux arts visuels, donc des espaces alternatifs. Ça peut être un hall d'entrée par exemple, une salle secondaire et même leur salle principale. Ils essaient d'intégrer les arts visuels de plus en plus. Puis je me disais, quelle meilleure plateforme que Vue sur la relève pour permettre à ces artistes-là qui souvent sont confinés, exemple, aux galeries d'art à Montréal, mais comment leur permettre de sortir de ça. Donc l'an dernier, on a travaillé avec une première artiste en art visuel qui s'appelait Marie-Pierre Meilleur. Elle a présenté un projet dans le cadre du festival, mais elle a aussi créé le visuel de l'événement. Par le passé, on faisait tout à l'interne, on n'avait pas vraiment de graphiste, donc le visuel était fait avec les moyens du bord, si on veut. Puis là, en travaillant avec une artiste en art visuel, je pense que ça permettait de renouveler l'image de l'événement, forcément, mais aussi de mettre de l'avant l'émergence artistique dans tout ce qu'on faisait à Vue sur la relève. On a aussi travaillé avec un artiste émergent pour créer nos vidéos promotionnelles. Avant, on travaillait avec une compagnie externe spécialisée en vidéo, mais là, on travaillait avec un vidéaste qui fait des vidéoclips d'artistes. Donc, on voyait que cette mission-là de Vue sur la relève était maintenant omniprésente. Si je peux me permettre, tu es une programmatrice dans la vingtaine, si je peux me permettre ça. Effectivement, relève jeunesse. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la jeunesse, la relève aujourd'hui, en 2019? C'est dur à dire, puis je pense que c'est la beauté de la chose. C'est difficile de définir ce qu'est la relève présentement. On peut avoir une idée de ce qu'est la relève avec les différents projets émergents qui vont avoir du succès, alors qu'à Montréal, on a un bassin incroyable d'artistes dans toutes les disciplines qui font toutes sortes de choses. Je pense que l'idée aussi du multiculturalisme est inévitable. De plus en plus, les artistes sont influencés par d'autres cultures, vont intégrer aussi leur propre background, leur propre bagage culturel dans leurs œuvres. Puis malheureusement, je dirais que c'est pas suffisamment mis de l'avant médiatiquement, mais aussi dans les programmations. Est-ce qu'à titre de programmatrice, de directrice artistique, tu te vois une responsabilité plus haute que ton personnel de porter la relève, de la défendre pour le futur ou pour un écosystème montréalais et futur artistique? Oui, assurément. Je pense que c'est la définition même de mon travail, de mettre ça de l'avant. Puis ça passe par beaucoup de... Comme tu l'as dit, je suis quand même jeune. J'ai pas énormément d'expérience, mais j'apprends beaucoup là-dedans. Puis je me rends compte que en discutant avec des collègues, que ce soit des artistes, des diffuseurs ou autres, je peux vraiment bénéficier de leur parcours, de leur point de vue. Puis je pense notamment
notamment à une discussion que j'avais eue l'an dernier avec Joël Robillard qui s'occupe de Musique Nomade, qui est un super organisme qui soutient les artistes autochtones au Québec notamment, mais plus largement au Canada aussi. Puis on parlait des artistes autochtones, puis des difficultés pour ces artistes-là d'intégrer les circuits de diffusion réguliers, si on veut. Puis on s'est dit, il faut pallier à ça. Elle a une banque d'artistes exceptionnelle qui cherche juste à se faire connaître. Donc, on a développé un partenariat ensemble pour permettre à ces artistes-là, au minimum un artiste, en fait, chaque année, de participer à Vue sur la relève coûte que coûte. Donc, en passant même pas par notre appel de dossier régulier, parce que c'était une des problématiques, on se rendait compte que les artistes autochtones ne s'inscrivaient même pas à Vue sur la relève. Après, c'est un peu un cercle vicieux. Je pense que si les artistes voient pas d'artistes autochtones dans notre programmation, ils se disent, c'est peut-être pas pour nous, ils vont pas nous prendre, donc on va même pas prendre la peine de s'inscrire. Donc, on essaie de pallier à ça en intégrant au moins un artiste chaque fois. Puis l'an dernier, on a eu 2 artistes, donc Laura Nikoy et Melody McIver. Et cette année, on poursuit avec Anaknid, qui est une autre artiste exceptionnelle. On sent un énorme travail de décloisonnement pour cette édition 2019. Et c'est là-dessus que j'avais envie de te questionner. Les paramètres et enjeux sociaux et culturels au Québec, à Montréal, sont extrêmement forts. Je pense évidemment inclusion, diversité, reconnaissance de communauté. Et on imagine que programmer un festival, c'est faire face à tous ces paramètres, puisqu'on n'est pas sur une année, mais on est dans un condensé de 2 semaines. Ouais. Donc, c'est vraiment un vivier très, très court. Alors, pour toi, lesquels, cette année, ont-ils été, ces paramètres-là, ces enjeux? Tu viens de nous en donner un aperçu. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et comment tu es allé chercher et travailler? Et j'ai un peu plongé dans le site web, puis j'ai vu une immense liste de consultants qui ont aussi donné leur point de vue sur la programmation. Alors, je te laisse ouvrir là-dessus. Oui, je pourrais pas identifier des enjeux qui sont propres à cette année spécifiquement, mais je pense que depuis que je suis entrée en poste il y a 2 ou 3 ans, je pense que c'est un travail que j'essaie de faire sur le long terme pour bien le faire de façon intelligente et pas juste dire moi j'arrive, je fais table rase du passé, puis j'arrive avec plein de nouvelles initiatives qui ne sont pas forcément réfléchies. J'ai pas envie que ce soit un coup d'épée dans l'eau. J'ai envie de bien travailler avec mes collègues pour m'assurer que ce qu'on construit à Vue sur la relève puis comment on transforme le festival soit bénéfique sur le long terme et pour les artistes et pour l'organisme. Puis tu parlais des consultants pour les différents comités de sélection. C'est ça, moi j'ai des comités qui sont disciplinaires, donc un en chanson-musique, un en danse, un en théâtre, interdisciplinarité et performance. Et ces consultants-là, cette année, je m'assurais que ce soit des comités qui soient intergénérationnels, interculturels aussi, d'avoir tant des diffuseurs que des producteurs, d'avoir des membres, exemple Sonia Duraïc qui représente les arts interdisciplinaires, c'est très important pour moi. Et pour la première fois, on avait aussi au minimum un artiste par comité. Donc c'est bien d'avoir la perspective aussi des artistes émergents. Et c'était que des artistes qui avaient fait Vue sur la relève par le passé. Donc par exemple en danse, on avait Sébastien Provencher qui a fait l'édition dernière. On avait Andrea Peña qui avait fait les 2 éditions précédentes. C'était super intéressant de les voir discuter avec des collègues qui étaient peut-être sur les comités des années précédentes ou Dina Davida qui est à Tangente et de voir les différentes perspectives sur le milieu de la danse et quel spectacle devrait être sélectionné au festival. C'est extrêmement enrichissant. Puis effectivement, ça permet de soulever beaucoup de questions puis de parler de différents enjeux. Notamment l'an dernier, on a eu une problématique, c'est que notre programmation était pas 100% paritaire. Donc, on avait un petit peu plus d'hommes dans certaines disciplines et j'ai eu des commentaires à cet effet-là. Puis c'est vrai qu'on s'était pas beaucoup posé la question en comité. Après, il y a aussi une volonté personnelle qui est propre à chacun des membres des comités aussi de dire moi je souhaite que dans les artistes que je vais recommander pour la programmation qu'il y ait au minimum 50% de femmes, et il y en a d'autres pour qui c'est peut-être moins important parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont être qui vont leur tenir davantage à cœur, puis c'est tout à fait respectable. Mais cette année j'ai obligé d'une certaine façon les comités de sélection à discuter de ça, puis discuter aussi de la question de la diversité. Donc
Donc, je pense que le choix a été plus long parce qu'on devait prendre en compte ces différents éléments-là. Mais au final, ça fait en sorte que la programmation, effectivement, est vraiment beaucoup plus représentative de toutes ces questions-là. Puis, c'est une programmation qui est super riche et super diversifiée. J'allais te questionner sur et si on avait 3 mots à mettre sur cette édition 2019 pour sortir 3 mots. Est-ce que tu aurais quelque chose à mettre dans ces 3 catégories, 3 mots? La question piège. Je dirais... Déjà, je dirais éclaté, je dirais engagé, puis je dirais aussi peut-être pluridisciplinaire, parce que ça a été un des éléments aussi. On voulait avoir un maximum de disciplines représentées cette année, puis d'avoir des projets interdisciplinaires également qui sont intégrés. On a beaucoup misé là-dessus. Donc, peut-être ça. Bien joué. Merci beaucoup. On doit t'abandonner ici déjà. Merci. Mais évidemment que les artistes sont invités à cette émission pendant l'édition du festival. Donc, la programmation et toutes les activités du festival sont à découvrir dès à présent sur le site web vuesurlarelève.com et rendez-vous dans les salles du 6 au 18 mai prochain. Donc c'est la pépite culturelle du jour à recommander. C'est remarquable le travail que tu fais et on a hâte de voir la suite du festival. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Virgule musicale très très courte avant de recevoir David Lavoie. Donc la virgule musicale est signée Maude Audet et son titre c'est Anna. Et David Lavoie, je t'invite à venir nous rejoindre dans les studios. J'aurais voulu t'apporter de la menthe et des roses, et le chemin était miné et les cendres encore chaudes. De mes mains, j'aurais brodé sur un bout de soie blanche ton prénom entrelacé de lierre et de lavande. Sous les vents, là-bas, sous les vents, Anna. Elle était promis courte, cette virgule musicale, et nous sommes de retour sur choc.ca. David Lavoie s'empare de la plateforme une nouvelle fois pour réagir à des événements politiques, socio-culturels ou enjeux de société. Cette semaine, il investigue, si je me trompe pas, une réflexion qu'il mène autour des forces qui transforment, selon lui, la danse et le théâtre. Et cette chronique s'intitule « Les grands courants ». Bonjour David, c'est à toi. Bonjour Maude. Alors... Lorsqu'on observe la scène artistique montréalaise, ce qui saute aux yeux, c'est l'abondance de l'offre. On peut parler de suroffre, tant le nombre de spectacles à l'affiche dépasse l'entendement. J'aime penser qu'il s'agit d'une preuve éclatante de l'importance que notre société accorde à l'art. Du coup, je ne considère pas que le foisonnement de l'offre artistique soit un problème à résoudre. En fait, que devrions-nous faire si tel était le cas? Demander aux artistes de faire autre chose de leur vie? Demander aux artistes de créer moins? De toute évidence, ça n'arrivera pas. Lorsque nous voulons évaluer l'économie des milieux artistiques, la loi de l'offre et de la demande est inadéquate. L'art est autre chose qu'une industrie ou qu'un produit commercial. L'art n'est pas une saucisse que l'on produit à la chaîne pour répondre aux besoins d'une clientèle. La place que nous allouons à l'art est un choix de société. Au Québec, nous avons choisi de soutenir collectivement les artistes, c'est-à-dire avec des fonds publics, avec nos impôts. Entre 1956 et 1994, nous avons établi au Canada, au Québec et à Montréal un système de redistribution ancré dans une évaluation subjective de la qualité artistique. Ces institutions, ce sont les conseils des arts. Évidemment, la qualité artistique, l'excellence, n'est pas la seule donnée étudiée lors des évaluations. La diffusion, la gouvernance, la santé financière, entre autres, sont aussi tenues en compte. Cependant, depuis une vingtaine d'années, ces critères sont insuffisants pour choisir quels artistes ou quelles compagnies artistiques seront soutenus. Aujourd'hui, plusieurs générations d'artistes se bousculent à la porte des conseils des arts pour obtenir un soutien. Il est très difficile pour ces instances de justifier les choix d'investissement qui sont faits, tant les besoins sont vastes et l'environnement complexe. Dans ce contexte, je profiterai aujourd'hui de la tribune que Maude, Clara et Danscussion m'offrent pour traiter des enjeux d'avenir du milieu de la danse et du théâtre.
Je vous présente ce que j'appelle les grands courants, c'est-à-dire la trame de fond avec laquelle les artistes doivent composer pour développer leur pratique. Les grands courants, ce sont des lames de fond, des marées à venir qui transforment les manières de faire de l'art au Québec. Premier courant, l'atomisation des organismes de création. L'atomicité, c'est-à-dire des organismes de création relativement égaux en termes de capacité financière et d'envergure. Depuis plus de 20 ans, il est pratiquement impossible de développer une compagnie de création d'envergure. Les compagnies qui ont été fondées après les années 90 composent depuis toujours avec des moyens de production limités. On privilégie maintenant une égalité d'accès au financement public plutôt que de financer grassement quelques organismes phares. La possibilité de faire croître les moyens de production d'une compagnie de création, tels que l'ont connu les Robert Lepage, Denis Marleau, Gilles Maheu et Édouard Locke, n'existe plus. Il n'y a plus de petits moyens gros joueurs, il y a maintenant une large classe moyenne précaire. Dans le contexte actuel, les perspectives de développement sont fortement contingentées. Le financement est souvent ponctuel, attribué à un projet dont la durée est déterminée. Les organismes fondés avant les années 90, qui sont toujours en activité, sont des exceptions notoires. Ils appartiennent à une époque révolue, où l'on rêvait d'une classe moyenne aisée élargie. Aujourd'hui, ces organismes sont souvent décriés pour les privilèges historiques qu'ils ont acquis et qu'ils ont de plus en plus de difficultés à justifier. L'avenir des milieux de la danse et du théâtre, c'est la multiplication des petits organismes. Parfois même d'artistes qui ne disposent d'aucune structure de production, des artistes qui essaieront néanmoins de porter leur projet dans un environnement hyper compétitif. Malheureusement, dans l'avenir, la prise de risque financière reposera davantage sur l'artiste lui-même. Un artiste qui doit à la fois être un gestionnaire, un agent de promotion et un créateur émérite. Deuxième courant, la consolidation des pôles de production. Face à cette précarité croissante et à cette compétitivité, les pôles de production gagneront en importance. Un pôle de production, c'est une infrastructure physique ou humaine mise au profit de plusieurs artistes. Ces organismes permettent de maintenir un foisonnement de création en optimisant les coûts pour la collectivité, du moins à des coûts plus faibles que si nous devions multiplier le nombre de compagnies centrées sur le travail d'un seul artiste. Au sein des écologies artistiques, les organismes qui offrent du soutien à la création, de même que les lieux qui créent et diffusent des œuvres, sont relativement peu nombreux. Beaucoup moins nombreux que les organismes de création. Ils constituent ainsi une forme d'oligopole. Au sein de cet oligopole, les pôles de production qui possèdent un lieu jouissent d'un avantage. Ils génèrent des budgets d'opération plus élevés que les pôles centrés sur les expertises humaines, ce qui favorise les conditions d'emploi de leurs équipes permanentes. Du coup, les expertises convergent vers les lieux et les renforcent. Les pôles de production, incluant les modèles de mise en commun des ressources, qui sont à la mode depuis plus de 10 ans, sont des solutions probantes. Ils sont les prescripteurs des œuvres et des artistes en devenir. Troisième courant, la diversification des sources de financement. Pour pallier à la précarité et à l'insuffisance du financement public, les artistes et les organismes doivent multiplier leurs sources de revenus, en argent et en services. Cette diversification est un élément clé de développement. La plus déterminante de ces sources est le partenariat entre organismes artistiques. Pour réunir les conditions nécessaires à la création d'une œuvre, il faut désormais rassembler plusieurs partenaires autour d'un même projet. Même les théâtres à saison qui, historiquement, travaillaient de manière autarcique, sont aujourd'hui appelés à établir des coproductions, des codiffusions, des résidences de création. Depuis une bonne décennie, les milieux artistiques ont aussi pris le parti de se tourner vers la commandite et la philanthropie. Conséquemment, une part croissante des ressources des organismes sert désormais à solliciter du financement additionnel. Ce rôle n'appartient plus uniquement à l'administration, mais aussi aux communications, voire à un employé spécialisé. La diversification des sources de financement est un élément incontournable de la planification stratégique d'un organisme, et la compétition pour performer sur ce plan est de plus en plus coûteuse et exigeante à mener. Quatrième courant, la gouvernance corporative. Depuis une dizaine d'années, la gouvernance des organismes artistiques a connu un développement phénoménal. Aujourd'hui, on ne fonde plus une compagnie en invitant ses deux colocs à siéger sur le conseil d'administration. Non, un artiste qui fonde sa compagnie considère d'entrée de jeu y convier un avocat, un comptable et quelques autres personnalités d'affaires. Isolément, ces alliés permettront à un artiste d'élargir ses réseaux et les expertises à sa disposition. Globalement, cette dynamique a l'avantage de renforcer l'ancrage des arts dans notre société. Il n'y a pas que les spectateurs qui aiment les arts, il y a aussi tous ceux qui siègent sur les conseils d'administration. Ces relations prennent néanmoins du temps pour entraîner des résultats fertiles, un temps rare et toujours précieux.
Il faut reconnaître que certaines organisations sont naturellement mieux disposées pour tirer profit de ce type de gouvernance inspirée des grandes entreprises privées. Les lieux et les événements ont un avantage comparativement aux compagnies de création. Je compléterai le portrait en nommant en rafale 5 autres vagues de fond qui transforment les écologies artistiques. Le virage générationnel. Ça se passe, c'est maintenant. Nous voyons s'éclipser plus ou moins rapidement les artistes phares des générations précédentes. Les têtes grises prennent leur retraite. De nouvelles générations leur succèdent à tous les niveaux des organismes. Certaines expertises se perdent, de nouvelles idées prennent place. Ce virage générationnel est majeur et entraînera un profond changement de paradigme, de nouvelles valeurs dans les œuvres elles-mêmes, mais aussi dans la manière de faire les choses. Le numérique. Les arts de la scène ont beau reposer sur autre chose que sur les technologies, tout ce qui peut être transformé par les technologies le sera. Ou du moins, nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour le transformer. J'exagère à peine. Nous aurons besoin de plusieurs années pour accepter que les technologies ont leurs limites. D'ici là, nous nourrissons le fantasme que de grandes avancées viendront de là. Je m'en méfie. Entre-temps, on peine encore à tenir des réunions virtuelles sur Skype sans que la qualité de la connexion ne pose problème. Et on s'interroge candidement sur l'impact des écrans pour la santé de nos enfants. Le numérique est un immense fantasme qui n'est malheureusement pas sur le point de s'épuiser. Espérons que les milieux artistiques nous aideront à développer de fortes éthiques à l'égard des technologies. L'inclusion. En cette époque marquée par la chute de la fréquentation des spectacles, faute du vieillissement de la population et du divertissement sur écran, tout ce qui peut rapprocher les arts vivants de la population est un pas dans la bonne direction. La participation à la culture se décline de 1000 manières, du loisir amateur jusqu'à la diversification des origines ethnoculturelles des artistes professionnels, en passant par les représentations décontractées. L'inclusion, c'est la démocratisation de l'accès aux arts, c'est un grand pas à gauche pour nous écarter des perceptions d'élitisme. C'est le ressac, le retour de vague qui suit quelques décennies d'une spécialisation artistique devenue étriquée. L'inclusion, c'est un grand appel d'air frais. La revalorisation des premiers peuples. Nous avons posé un premier pas ces dernières années en reconnaissant dans nos théâtres et lors de nombreux événements que nous sommes en territoire traditionnel Kanien'kehá:ka, territoire non cédé, comme c'est aussi le cas pour l'ensemble du territoire québécois. Les conseils des arts ont maintenant tous leurs programmes ou leurs agents pour accompagner le développement artistique des Premières Nations. Nous ne sommes qu'au début de ce mouvement artistique et social plein de promesses. Enfin, l'éco-responsabilité. Il est impensable aujourd'hui de réaliser un projet ou un événement sans considérer son empreinte écologique. Avec raison, les instances publiques sont en voie d'augmenter leurs exigences en matière de reddition de comptes à la mesure des attentes de la population. S'il y a un enjeu où nous devrions tous converger main dans la main, c'est bien la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement. Ceux qui auront de l'initiative en cette matière se positionneront avantageusement. Voilà le portrait. Ces grands courants sont à mon avis les forces qui transforment actuellement l'environnement dans lequel évoluent les artistes et les organismes. L'enjeu, pour chacun d'eux, est de se positionner dans cet échiquier complexe pour se développer et pour perdurer. Je suis un gestionnaire, c'est mon métier de naviguer là-dedans. Si j'étais un artiste, mon idéal serait d'oublier tout ça et de faire ce que j'ai à faire, créer pour apprendre à vivre, créer pour mieux saisir le monde fou qui est le nôtre. Merci. Merci, David Lavoie, pour le partage de tes réflexions. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Absolument. On aura le plaisir de te retrouver dès la semaine prochaine. Alors, courte page musicale avant de plonger dans l'ultime partie de l'émission, consacrée aujourd'hui à la profession de clown. 3 artistes seront des nôtres pour dresser un état des lieux de leur réalité et enjeux en 2019. Restez à l'écoute sur Danscussion & Co. J'ai pris la route, j'ai pris le doute, j'ai pris tes poignets dans mes mains, tes cicatrices, tes yeux d'actrice, le parfum que t'achèteras demain. Oh, oh. On est si bien loin de Montréal, on est si bien loin de Montréal. Nos baisers américains n'ont peur de rien et ne font plus mal. La mer au cœur, la mer saveur, des vagues de cocktails sur
Vous écoutez toujours Danscussion sur choc.ca. Alors, cette semaine... Je vais y aller, Clara. Je vais t'amorcer tout ça. Tu veux me lancer? Tu vas voir, je te lance. Donc, vous écoutiez Loin de Montréal de l'artiste Chateaubriand et vous êtes toujours sur Danscussion & Co sur choc.ca. Je seconde Clara et j'appuie. C'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara? Oui, cette semaine, on parle de la profession clown. Oh. Clown en 2019, les réalités, les enjeux. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 3 artistes qui depuis plusieurs années se donnent corps et âme à cette profession du cœur pour insuffler un peu de poésie et de joie dans la vie des gens. La compagnie de production Les Fous tout court propose depuis 1997 des performances créatives et originales et se bat pour redonner ses lettres de noblesse à l'art clownesque. C'est très bien dit, bravo! Nous recevons ses co-directeurs artistiques Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger. Bonjour Rémi. Bonjour. Et bonjour Jean-Félix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à leur côté, Jérôme Catarin, dit Docteur Bazinga, est clown dans le milieu hospitalier avec la fondation Docteur Clown, dont la mission principale est d'apporter de la joie aux enfants hospitalisés et aux aînés isolés grâce à une solide et belle équipe de clowns thérapeutiques, dont tu fais partie, Jérôme. Bonjour à toi. Bonjour, et juste petite correction, c'est Bazinga. Bazinga, voilà, Docteur Bazinga. Oui, c'est vrai que ça sonne beaucoup. Ça donne un peu plus mieux. de peps. T'as raison. Merci d'avoir précisé. Ça y donne un petit swing, là. Ouais, on est dedans, là, c'est bon. Alors, tout de suite, j'ai envie d'ouvrir avec cette première question. C'est quoi un clown pour vous, pour chacun d'entre vous? Quel Félix, je lance la boulette. C'est tellement simple comme question. Oui, on commence par une question super simple. Non, mais qu'est-ce que c'est le clown? Bah, un clown, pour toi, c'est quoi, en quelques mots? Oh. Ben, c'est Rémi qui répond. C'est moi. Bonjour, c'est Rémi. En fait, pour nous, en fait, le clown, c'est une représentation un peu de la bêtise humaine. Donc, on travaille vraiment à ce que les gens qui regardent nos clowns, notre travail de clown, puissent s'associer et se reconnaître quand même dans leurs défauts. Donc, on pense vraiment que les gens doivent recommencer à rire d'eux et des autres, mais avec douceur. Donc, pour nous, on part de cette petite étincelle qui n'est pas nécessairement juste de rire. C'est-à-dire que pour nous, le clown ne veut pas faire rire. Le clown fait rire, mais le clown ne veut pas faire rire chez nous. Ce qui est très différent. Ce qui est très, très, très différent. Donc, je pourrais en parler très longtemps. Alors, je vais lancer la balle à mes comparses. Pour vous, qu'est-ce que c'est le clown? Jean-Félix, pour toi. Pour faire du chemin sur ce que Rémi dit, c'est d'aller chercher justement une certaine simplicité. C'est toujours ça le gros travail chez le clown, dans l'apprentissage d'en faire. C'est de déconstruire beaucoup de règles et de barrières qu'on se met socialement, et puis d'aller chercher l'humanité propre du clown et de l'humain. Et c'est ce qui fait que le clown, partout dans le monde, va être très universel, va souvent parler des mêmes thèmes, des mêmes codes, parce que c'est d'aller tout épurer pour trouver la simplicité. L'essence. Ouais. Jérôme, pour toi. Moi, je suis content de partager le micro avec mes collègues parce que moi, j'ai rencontré le clown thérapeutique et avant de rencontrer le clown. Donc, parce que faire ce qu'ils font, là, moi, je suis pétrifié à l'idée d'aller sur une scène. Je suis pétrifié de m'exposer. Ouais, on a deux réalités quand même différentes. Ouais. Rémi, on parle de clown de scène, de spectacle. Et ou de rue, quand même. En représentation. Exactement. Je pense qu'il y a une base fondatrice, mais c'est vrai que moi, quand je les regarde, je suis spectateur et je me mettrais pas, non, je suis mortifié. Et c'est vraiment, j'ai eu la rencontre du clown thérapeutique, puis et là je suis tombé en amour et j'ai fait oh wow, c'est cool, j'aimerais faire ça. Est-ce que tu nous décrirais un peu ce que c'est ce clown thérapeutique? Quels sont les paramètres? Oui, tout à fait. Clown thérapeutique, dans le fond, là, la mission, si je prends la mission qui est de la Fondation Docteur Clown, c'est vraiment d'aller dans des milieux où d'abord, ça a été le milieu pédiatrique, les hôpitaux, et ensuite, ça s'est développé vers les milieux en gériatrie. Mais ce sont des milieux où l'humain est un peu dépossédé du contrôle
quand on a le contrôle sur notre vie, mais là on est contraint. On est contraint d'être pris dans notre situation par la maladie ou par la vieillesse, la perte d'autonomie. Et là, le clown thérapeutique, sa mission, c'est d'aller rendre le pouvoir à ces personnes qui sont démunies l'espace d'un instant ou alors sur du long terme. Donc, c'est vraiment ça l'apport du clown thérapeutique au travers de la mission de la Fondation Dr Clown. Puis c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'avais ma casquette d'intervenant, parce que moi je suis pas un artiste à la base, je suis un intervenant psychosocial. Mais le point commun, c'est que vous êtes quand même dans la création et la construction d'un personnage, si je me trompe pas. Oh. Rémi et Jérôme, et en fait, allez-y là-dessus. C'est que en fait, attention, on a des clowns dans la salle. Cabotinage. Oh non. Mais en fait, c'est que notre travail à nous, comme disait Jean-Félix, c'est d'épurer les trucs. Ouais. Donc, ce n'est certainement pas de construire un personnage ou un caractère. Donc, moi, je suis une personne qui, dans la vie, même je suis sûr que vous l'entendez à la radio, je bouge beaucoup mes mains. Hein? Je bouge mes mains, je parle vite, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, nous, on va prendre la personne et on va multiplier toutes ses facettes, toutes ses qualités et ses défauts. Et on va enlever le jugement qu'on porte là-dessus et on va juste travailler avec ça. Donc, ça prend beaucoup d'humilité. D'humilité à faire ça, parce que tu peux pas juste le faire sur scène. Tu dois aussi l'appliquer un peu dans ta vie. Donc, pour que sur scène, ce soit plus simple. Donc, on évite le plus possible une construction de personnage ou d'une double identité. T'sais. Pour toi, Jérôme, juste sur cette question. C'est sûr que quand justement j'ai rencontré ces clowns thérapeutiques, je les ai vus faire et que j'étais à l'époque éducateur spécialisé, je me suis dit, mais c'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir clown thérapeutique? Je veux devenir clown thérapeutique. Et là, c'est sûr qu'il y avait des prérequis. Puis les prérequis, à l'époque, l'école a fermé, mais c'était l'école de clown Francine Côté, hein, à Montréal, et puis qui avait longtemps participé à former vraiment la batch de clowns qui sont encore présents aujourd'hui. Et donc c'est sûr que moi, c'était un apprentissage complet parce que j'avais pas d'expérience du tout. Donc, effectivement, il y a une recherche du personnage. Moi, ça a été la recherche, la connexion à mes émotions. C'était de découvrir comment utiliser aussi ces portes qui s'ouvrent et comment les mettre au profit des autres, au profit de soi, clown qui apparaît. Donc, la démarche a été là. Oui, donc oui, il y a une recherche de personnage. C'est l'aboutissement, mais c'est finalement soi. Et c'est comment le personnage est un prétexte pour porter qui on est, porter nos émotions et les mettre à disposition des autres. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a faire rire, oui, mais vous le faites de manière sérieuse, c'est pas n'importe quoi non plus de faire ça. Et justement, quels sont les savoir-être, les outils et les compétences sur lesquels les clowns thérapeutiques appuient leurs interventions? Est-ce que vous avez quand même des clés pour intervenir Oui, complètement. C'est sûr qu'il y a un travail qui est fait en amont. Quand il y a des ouvertures de programmes, il y a toute une équipe qui va à la rencontre des professionnels du secteur. On se réfère au code présent. Le milieu hospitalier, c'est un milieu très codifié. Il y a plein de choses à savoir. Donc tout ça, il faut les intégrer. Et le but, c'est d'être complémentaire à ce qui se fait, c'est d'être complémentaire aux équipes de soins qui sont présentes et de pas. On veut pas venir créer des problèmes. Ou alors on crée des gentils problèmes pour créer des situations, mais on vient se mettre dans une structure. Donc c'est un peu, il y a toujours le respect du milieu dans lequel on va. C'est très très important. C'est très important pour nous. Et j'ai oublié ta question. Non, tu y as répondu. Tu y as répondu. T'as répondu, Jérôme. Moi, je voudrais ajouter que nos mandats sont pas très loin l'un de l'autre, parce que nous, moi j'ai fait beaucoup de clowns dans la rue, j'ai fait un peu de clown thérapeutique aussi, et puis un jour je me suis positionné, je me suis dit bon, je peux aller loin parce qu'on voyage quand même beaucoup avec nos clowns, nos spectacles de clowns, et je me disais, on peut aussi essayer de présenter des spectacles dans des salles qui vont toucher beaucoup de monde. Et le but, c'était de toucher les gens
et de casser en fait quand les gens vont au théâtre, tu sais, les gens ils s'assoient et ils sont presque devant un écran. Tu sais. Tandis que nous on descend dans la salle, on va aller voir, on leur fait des câlins, on leur tape sur la tête, et on fait tout ça avec amour. Et souvent les gens ils nous disent mais vous avez rempli mon petit sac de bonheur pour l'année à venir. Et c'est pas nécessairement les enfants qui nous disent ça. Les adultes ont un grand besoin de rire, à se taper sur la cuisse et à se demander pourquoi ils rient, tu sais. On dit rire, mais je pense aussi sourire, tout simplement. Oui, il me semble qu'il n'y a pas que le rire et que ça a été déconstruit. Tout ce travail du clown est de faire rire forcément. Clara? Oui, alors on parlait tout à l'heure de personnages, mais on parle d'état de corps, d'un travail minutieux sur le rythme, de la jonglerie, l'acrobatie, le pantomime, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on apprend exactement pour être clown et comment vous êtes formé, vous, pour être clown? Comment vous avez appris? Parce qu'il y a différentes écoles aussi, faut le dire. Oui, donc, Monsieur Jean-Philippe. Je peux commencer, en tant que le plus jeune clown. Oui, de la table, c'est vrai, le plus jeune clown. Mais moi, ça a été par le cirque que j'ai commencé le clown. Donc, j'ai commencé à faire du cirque à très bas âge, à 8 ans. Ça a été justement là, jonglerie, un peu d'acrobatie, du monocycle. Et ce qui mène rapidement, souvent, à l'art clownesque, avec aussi un peu de formation en théâtre, pour finalement faire l'École de cirque de Québec. Et moi, j'ai été chanceux parce que quand je suis rentré à l'école, le programme de formation clownesque a commencé à la première année où j'étais et j'ai fait les 3 années avec une formation, une spécialisation en clown. Mais pour l'être et pour le devenir, c'est très difficile parce qu'il y a un manque flagrant de formation. Et puis, il y a un mélange de deux choses. Il y a des formations, ça fonctionne beaucoup par classe de maître. Ouais. Donc, par formateur, des 2 semaines, des 1 semaine, des fois juste 3 jours. Et après, ça vient avec la pratique, l'expérience et beaucoup la longueur de la vie. Donc, c'est après, oui, si tu as passé 1 an à faire du clown, c'est peut-être dans 10 ans que ça va avoir un impact parce que tu l'auras vécu. Vous acquiescez, messieurs, à côté, Félix? Mais non, moi c'est Rémi. Mais c'est pas grave, tu fais très très bien ça. Moi j'ai un parcours vraiment très différent. J'ai fait de la gym quand j'étais jeune, j'ai fait du plongeon acrobatique, j'ai couru un peu partout. Et puis après, je savais que je voulais faire de la scène, je voulais toucher, parler aux gens, je voulais les faire rire vraiment. Et puis j'ai commencé à faire mes études en théâtre et je comprenais pas trop là, j'étais sur la scène, j'apprenais des textes et je bougeais pas. Et là, je comprenais pas. Donc, j'ai quand même fait mes 3 écoles de théâtre. Et puis, j'ai été chanceux parce que dans ma dernière année, il y a eu un colloque pendant 3 ans sur le clown à l'UQAM, il y a très longtemps. Donc, j'ai pu aussi participer à ça. Et je suis revenu à m'entraîner. Et là, j'ai fait, mais tu sais, on a le droit de courir, sauter, faire des saltos. OK, c'est super. Puis, moi, ce que je voulais trouver la sensibilité dans monter en équilibre sur les mains. Comment on peut rendre ça sensible et drôle et touchant. Donc, je voulais pas juste des numéros techniciens de cirque. Je voulais pas juste la technique de cirque et je voulais pas juste faire courir en rond pendant 1 heure, tu sais. Donc, j'ai cherché à amalgamer ça. Donc, j'ai été aussi avec Dynamo Théâtre pendant quelques années. Donc, je ne ferai pas tout le parcours, là, mais donc j'ai été pigé un peu partout. Et je pense que c'est le secret d'un clown. C'est les formations, il y en a partout dans le monde. Moi, j'invite les gens à avoir au moins une dizaine de formations différentes pour faire son propre petit sac. Il y en a des très, très bons. Il y en a des différents. Il faut en faire. Il faut en faire. Il faut en manger. Et continuer, comme je disais, ça peut pas être sur 3 ans, je décide, j'apprends à être clown, et puis... voilà, on aime ta voix, Jean-Félix. Merci. C'est ça peut pas être juste en 3 ans, je fais 2 formations, et voilà, c'est terminé, il faut continuer. C'est un apprentissage continuel. Oui, et puis, ouais. Il y a quelque chose, et on voulait vous recevoir aussi Profession Clown en 2019. Clown, c'est une pratique, on pourrait dire ancestrale, mais en tout cas qui a une sacrée histoire, mais qui a été extrêmement écorchée par pas mal vous me direz s'il faut le démystifier, ce mythe du clown qui rentre chez lui et qui est solitaire, qui vit une solitude intense, qui vit des angoisses et qui va puiser dans ses peurs et ses angoisses. Puis d'un autre côté, un clown qui est effrayant aux yeux des enfants,
enfants. Alors, est-ce que vous ressentez ce genre de nécessité de démystifier le clown? Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous en faites un combat? Jean-Félix, c'est à toi que j'ouvre, je coupe Rémi dans son envol. Chez les Foutcourt, c'est la mission première, en fait. De démystifier toute cette profession. On dit dans notre mandat que c'est de redonner les lettres de noblesse à l'art clownesque, de justement éduquer sur l'histoire du clown. Justement, on a perdu beaucoup cette tradition-là et cette histoire-là qui a une coupure à un moment donné. À cause de quoi? À votre avis, Rémi, vas-y, deux choses. Il y a deux choses. En fait, la première, c'est que Stephen King, avec son livre de It, mais c'est très vrai, hein, c'est très vrai. Il y a eu une scission à partir de ce moment-là. Quand le livre et le premier film est sorti, ça a fait des ravages aux États-Unis qui sont répercutés partout dans le monde. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et donc, à partir de là, le clown a subi une petite débarque, si on peut dire. Et puis, donc, de un. Et de deux, il faut savoir que les clowns, longtemps, là, ont été aussi des anciens acrobates qui viennent aussi de la commedia dell'arte. C'est le même chemin. Ouais. Et donc, les vieux acrobates se transforment en clowns pour rester dans les compagnies. Maintenant, les jeunes acrobates restent jeunes acrobates et, après un certain moment, changent de métier. Donc, il y a une transition qui est un peu moins là. Et puis avec le Cirque du Soleil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont redéfini un peu aussi l'image du clown qui est devenu un personnage chez eux, qui n'est plus un clown. C'est un personnage, c'est un caractère, c'est du théâtre. Donc, tout est placé, il n'y a plus rien qui peut bouger. Donc, ces deux faits-là ont fait que l'avenir du clown a été très difficile à porter. Et je sais que l'École nationale de cirque à Montréal, maintenant, n'offre plus le volet clown parce qu'il n'y arrivait plus à avoir des gens. T'sais. Francine a fermé l'une des très, 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 très rares écoles au Québec en formation de clown. Est-ce qu'on sait pourquoi Francine Côté elle était fatiguée. Il n'y a pas eu de relève pour prendre la suite et travailler. C'est ça. Jérôme. Je pense que c'est un travail. Quand on connaît Francine, elle était hyper investie. Donc quand elle donnait ses sessions de cours, elle était corps et âme, nuit et jour. Elle vivait, dormait, bouffait clown. Donc c'est sûr que ça prend énormément d'énergie. Mais là, la fondation Dr Clown maintenant a repris. Et offre des formations et donc il y a une école aussi il y a une relève qui se fait au niveau de la fondation Dr Clown. Est-ce que toi tu sens en entrant dans une salle pour enfants, pour adultes, que tu vis aussi ce mythe où il est réservé à l'art de scène, l'art de rue? Est-ce que tu sens ça aussi, que tu peux risquer de faire peur? Mais complètement, on le vit. Et puis nous, ce qu'on a établi dans les milieux où on va, ça peut être un enfant, ça peut être son parent, ça peut être un membre du personnel, ça peut être un pédiatre, ça peut être peu importe, parce que la phobie, elle est à l'intérieur des gens. Puis il n'y a pas de discrimination. La phobie, elle touche tout le monde. Donc, c'est sûr que nous, notre enjeu, on est conscient de ça. On respecte ça, évidemment. Puis, quand on le sent le besoin, on se permet de tomber le nez. Et puis, on va montrer l'humain derrière le nez. On va rencontrer la personne. On va discuter avec. On veut faire tomber les malaises. J'ai des frissons. Non, mais c'est super important pour nous parce que ça connecte. Ouais. C'est ça, c'est super important pour nous de dire, regardez, on vous entend. On sait que ça existe et il y a un humain, puis on va respecter ça parce que quand on remet le nez, ça peut de nouveau se crisper, donc on va être prudent, on va passer le message aux clowns qui vont arriver dans les établissements de dire il y a telle personne, on est vigilant. Alors on se tourne, hop, on laisse passer, hop, puis on revient. C'est une extrême écoute à la fois de l'humain qui est face à vous, aussi de l'instantané. Toujours. J'imagine que vous êtes en composition permanente avec tous ces paramètres d'instant. C'est l'avantage du clown. Le clown, il est toujours au moment présent. Il est en relation constante avec son entourage. Le comédien va faire une mimésis, va reprendre et refaire la même partition. Chez nous, chez les clowns, la partition, elle est à l'intérieur de nous. On va puiser dans des différents rythmes. Comme pour nous, quelqu'un qui a peur, parce que nous aussi, ça nous arrive, là, après les spectacles ou avant, les gens, des fois, il y en a qui pleurent, il y en a qui tremblent, effectivement. Et nous, notre méthode, en fait, c'est qu'on transforme tous les rythmes. Nous, on travaille vraiment beaucoup en rythme. Et donc, ce qui fait peur aux gens, c'est l'image et le rythme qu'ils connaissent.
Donc nous, on va adoucir le rythme et rapidement, on va retransformer et retricoter et 99% du temps, on a droit au câlin, de l'adulte ou de l'enfant. Mais ça prendra pas 2 secondes. Ça peut prendre 20, 30, 2, 3, 10 minutes. Mais donc, c'est vraiment une histoire de rythme, d'écoute, de regard et de délicatesse. Et il faut que les gens sentent l'amour. Ce qui fait peur du clown, c'est quand on sent qu'il n'y a pas d'amour. Quand on reçoit de l'amour, tout le monde est content de recevoir de l'amour. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement nourri par vos pratiques de clown et qu'il y a quelque chose pour votre propre humain qui est-ce que vous avez eu envie d'abandonner ou de lâcher cette expérience, Jean-Félix? je peux vraiment donner un bon exemple. Ouais. Moi, il y a un moment donné justement que j'ai vu le chemin qu'il y avait à faire pour atteindre un niveau de jeu clownesque qui était satisfaisant. Donc, justement, d'avoir cette capacité-là d'écoute, de relation et d'amour avec les gens, le public. Et ce travail-là, il est long. C'est vraiment... Le mot qui me venait à l'époque, c'était un investissement, un engagement. Parce que il y a vraiment un travail de réflexion, un mode de réflexion qui vient avec le clown. On détruit certaines choses de la société. On se libère beaucoup de choses. On enlève le jugement de soi et des autres. Et tout ce travail-là, il ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, quand moi, j'ai décidé, OK, maintenant, je vais vraiment en faire ma profession, je me suis dit, go, mais c'est tout ou rien. Donc, Jérôme? Ben, moi, je me considère encore, tu disais que tu étais le plus jeune, mais moi, je me considère encore bébé clown parce que ça fait à peine 1 an que je suis dans la fondation. Puis le moment où j'ai voulu, ça m'a pris 4 ans entre le moment où j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire, et puis où moi-même, Jérôme, se met en branle et se dit, OK, ben là, c'est ça, comment faire la formation? Mais est-ce que je suis prêt? Donc, il y a plein d'étapes et au final, de faire une première audition, de pas être pris, de dire, ben oui, mais mon clown n'existait pas, donc il est né en formation à l'école. Et puis quand je suis arrivé avec le directeur artistique, il m'a dit, mais ton clown n'a pas assez vécu, va le faire vivre. Je dis ok. Donc là, j'ai fait du clown social, donc je suis allé faire du clown bénévole. J'ai profité des occasions qui se présentaient dans le décor montréalais, notamment avec la venue la vague des immigrés d'Haïti qui sont arrivés au stade olympique. Ça, c'était mon déclencheur. Donc j'ai fait vivre mon clown comme ça, et donc je suis pas prêt de l'abandonner parce que je suis à mes premiers pas. Je suis encore, des fois, je trébuche. Donc, mais oui, c'est un parcours qui est long, puis c'est un parcours interne. Donc, entre le moment où on veut l'être et le moment où on y est, là, j'y suis, mais la formation, elle est en continu, je te rejoins. Et puis j'ai fait deux cours. Je me sens hyper privilégié parce que je suis là, je porte le nez. Il y en a plein qui aimeraient être à ma place, mais j'ai encore plein de formations, j'ai encore plein d'approches que je veux découvrir parce que j'ai besoin d'être nourri de ça. Et puis, au sein de la Fondation, on a des formations continues qui nous sont proposées. Donc, non, moi, je suis pas prêt d'abandonner. Ça me nourrit trop pour l'instant. Merci à tous les trois. C'était une amorce sur cette profession qui mériterait d'être perpétuée et de vous questionner aussi sur les costumes, les maquillages qui sont travaillés, mais ce serait une partie 2. Oui. Et évidemment, ils sont autour de nous quand même et les formations ont beau tomber. Les clowns sont autour et on salue des gens qu'on a contactés qui pouvaient pas être là, des Anthony Vénis, des Jérémy Vitupier, Carl et Félix et tous les clowns de la Fondation Dr Clown, tous autour de vous. Restons à l'écoute, je pense. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir été avec nous. On clôt cette émission. Les 90 minutes culturelles viennent de s'écouler et avant de vous remercier et de vous laisser vaquer à vos occupations, petit tour horizontal de ce qui se passe dans notre vie culturelle québécoise. Ce soir, tiens, à Montréal, Tangente propose un programme double. Antoine Turmine et François Marquis. L'école de danse contemporaine propose la soirée Boomerang, danse partagée. Pour les amateurs de théâtre d'objets et de Shakespeare, en même temps, dernière chance au Théâtre Outremonde d'assister au génial Macbeth muet. J'y étais hier soir, c'est sublime, de la compagnie Filles du Laitier. Sinon, allez voter à la demi-finale de l'impro-cirque à la Tohu ce soir et préparez-vous car la fascinante Crystal Pite débarque la semaine prochaine à Danse avec sa nouvelle création Revisor. Et alors chez vous, que se passe-t-il? Et je laisse à Clara les derniers mots de la fin.
Oui, je vous souhaite une très très belle fin de semaine à tous. Merci à nos collaborateurs, nos invités et à vous, nos auditeurs, qui prenaient le temps de nous écouter. À nous tous, nous formons un écosystème culturel. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion & Co sur choc.ca.